Qu'est-ce qui est pire pour une mère que de perdre 4 enfants? Ce qui est pire, c'est de perdre 4 enfants et d'être accusé de les avoir tués et de prendre 40 ans de prison ferme. L'histoire de Kathleen Folbig. Pendant 20 ans, elle a été considérée comme l'une des pires meurtrières d'Australie. Une mère indigne, une tueuse en série, une maman qui a condamné ses 4 enfants à la mort. Tout le pays l'a condamnée, mais si tout le monde avait faux. Et si on avait mis une mère innocente en prison. Avant d'être élue la pire mère d'Australie, Kathleen Folbig, elle a connu une jeunesse catastrophique. À ses 18 ans, son père, Thomas Britton, il rentre à la maison, il est furieux comme jamais, il soupçonne sa femme d'avoir commis l'adultère. Il y a une dispute qui éclate et la mère de Kathleen Folbig, elle essaye de fuir, son mari la rattrape en pleine rue, il la ramène à la maison, il la poignarde 24 fois. Le tout pendant que leur fille, Kathleen Folbig, elle est encore dans le berceau et elle n'a que 18 mois. Résultat, papa, il part directement en prison, maman, elle est enterrée au cimetière, paix à son âme, et Kathleen Folbig, elle devient orpheline à 18 mois. La suite logique, c'est foyer, famille d'accueil, instabilité, et malheureusement, Kathleen Folbig, dès son plus jeune âge, elle passe de bras en bras, de foyer en foyer, avant d'être placée définitivement dans une famille catholique, les Marlborough, ou Marlborough, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, elle grandit chez eux, mais elle n'est pas du tout aimée. Elle est juste tolérée. Et très souvent, dans les adoptions, on remarque ça, il y a des enfants qui ne sont pas vraiment aimés, mais qui sont là, qui sont tolérés, parce que certaines familles, elles touchent des pensions pour aider les enfants. Dans sa jeunesse, Kathleen Folbig, elle est décrite comme calme, obéissante, un peu renfermée, elle a peu d'amis, très peu de contacts, mais surtout, elle a quelque chose que partagent tous les tueurs en série, elle a zéro émotion. Sur son visage, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de chagrin, rien. C'est comme si elle portait un masque, elle a tout le temps la même expression. Et malheureusement, vous allez voir que plus tard, ça ne va pas l'aider. En tout cas, il y a une habitude que Kathleen, elle va développer tout au long de sa vie, qui va lui porter aussi préjudice, c'est d'écrire toute sa vie dans des carnets intimes où elle se confie. Tout ce qu'elle ne peut pas dire au monde, elle l'écrit dans ses cahiers. Une fois qu'elle a 15 ans, elle en a marre de sa famille d'accueil. Elle plaque tout, elle disparaît du système qui place des enfants, l'ADAS australienne, et elle vit de petits boulots, elle vit de solitude et de galère. Franchement, je dis vivre, mais c'est plutôt de la survie. Quand à 15 ans, on grandit dans un monde comme le nôtre, on n'a pas de famille, on est tout seul, franchement, chapeau à Kathleen Folbig. En tout cas, à 20 ans, il y a un petit miracle qui va se passer dans la vie de Kathleen Folbig. Elle rencontre Greg Folbig, un homme simple, gentil, travailleur, un peu comme moi. Pour la première fois, Kathleen, elle se sent en sécurité dans les bras de Greg Folbig qui va devenir son mari. Ils vont se marier, ils vont emménager ensemble dans une maison modeste et très vite, ils veulent avoir des enfants. Sauf que les deux tourtereaux, ils ne savent pas, c'est que ce désir de maternité, ça va devenir le début d'un cauchemar. Kathleen et Greg, ils forment un superbe couple. Ils sont très heureux et ce bonheur, il va atteindre son maximum avec l'arrivée de leur premier enfant, Caleb. Caleb, il naît en février 1989. C'est un beau bébé, il est en bonne santé, il rigole, il s'amuse. Et à ce moment-là, Kathleen, elle est vraiment heureuse. Cette femme-là qui a subi tellement de choses difficiles dans sa vie, elle écrit dans son journal intime que Caleb, c'est un petit miracle. Sauf que le bonheur, malheureusement, il ne va pas durer. Il va durer que 19 jours, car au bout du 19e jour, Caleb, le matin, il ne fait pas de bruit. C'est Greg qui est réveillé par le silence anormal de son enfant. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de bruit, il entre dans la chambre, le bébé il est là, il ne bouge pas. Ils comprennent très vite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, le bébé il est inerte. Ils décident d'appeler de panique l'ambulance. L'ambulance arrive, le bébé il est mort. C'est malheureusement trop tard, il n'y a aucune explication médicale, il n'y a aucune trace de maladie, aucune blessure, rien. Donc les médecins ils concluent très rapidement un syndrome de mort subite du nourrisson. Ça peut arriver parfois, c'est tragique, un bébé qui meurt sans explication médicale, on dit que c'est un syndrome de mort subite du nourrisson. Là, c'est vraiment difficile de se mettre à la place de Kathleen qui vient de perdre son bébé, qu'elle a porté pendant 9 mois dans son ventre, et au fond d'elle, elle est détruite. Elle pleure beaucoup, mais elle pleure beaucoup uniquement quand elle est toute seule, quand elle est à l'écart. C'est pas une femme qui va montrer ses faiblesses devant les gens, c'est un monstre froid. Elle évite de montrer sa peine et même les gens, ils sont un peu perturbés par ça parce qu'elle vient de perdre son bébé, mais elle pleure pas, elle se lamente pas, elle n'est pas en train de crier sur tous les toits, de raconter cette histoire. C'est vraiment une femme qui est froide.
Sauf que les gens ne voient pas ce qui se passe à l'écart. Ils ne voient pas que quand elle rentre chez elle, elle se met à pleurer, elle est hyper triste. D'ailleurs, dans son journal intime, elle écrit « J'étais si fier de lui, pourquoi il est parti, qu'est-ce que j'ai fait ?» Sauf que la vie continue et 1 an plus tard, en juin 1990, Kathleen tombe de nouveau enceinte et cette fois-ci, c'est un garçon nommé Patrick. Patrick, il naît sans problème, tout semble normal. Sauf qu'il va falloir attendre 4 mois et là, encore une fois, une autre catastrophe. Kathleen, elle appelle son mari Greg en urgence à l'aide. Leur bébé, Patrick, il a cessé de respirer. Le nouveau-né, il est amené aux urgences de l'hôpital et par miracle, ils arrivent à le réanimer. Gros problème, c'est que son cerveau, il a été endommagé et il va garder de graves séquelles neurologiques à vie. Il est aveugle, il fait des crises d'épilepsie. Les médecins, ils se disent, bon, le bébé, on a réussi à le sauver, mais ça sera jamais comme avant. Encore une fois, dans cette histoire, il n'y a pas de cause claire sur le fait que le bébé de 4 mois, il a arrêté de respirer d'un coup. Comme ça, c'est un véritable mystère, même pour les médecins. Encore une fois, Kathleen, elle est dépassée par la situation. Dans son journal intime, elle écrit qu'elle adore son fils, mais qu'elle se sent incapable, entre guillemets, épuisée, et surtout qu'elle ne veut pas d'un enfant handicapé. Il y a des gens qui peuvent être choqués par ces mots, mais on parle d'une femme seule, qui n'a aucun soutien psychologique, qui a grandi sans affection, qui a déjà eu une vie très difficile et qui, depuis le début de sa vie, a fait face à des drames. Drames. Sa vie, c'est des drames en série. La vie de Kathleen, elle a toujours été difficile et ça va continuer et ça va être de pire en pire. En février 1991, Kathleen, elle crie de toutes ses forces car son bébé Patrick, qui était aveugle et qui avait alors 8 mois, cette fois-ci, il fait une crise cardiaque et il meurt dans ses bras. 2 bébés, 2 morts en moins de 2 ans. Et là, même si personne ne le dit encore, le doute il commence à s'installer. Il y a des gens qui commencent à se dire, bon, 2 morts subites dans la même famille, c'est rare, mais c'est pas impossible. De son côté, Greg, le mari, il continue à soutenir sa femme malgré la tristesse. Il veut croire en sa femme, il l'aime, il veut absolument avancer avec elle. Et Kathleen, malgré le chagrin, elle veut à tout prix vivre une nouvelle grossesse et avoir un enfant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le pire est devant elle. En octobre 1992, Kathleen, elle donne naissance à Sarah. Et après la mort de Patrick et de Caleb, Sarah, c'est un peu l'espoir d'une nouvelle vie de famille. Une chance pour le couple de se reconstruire. Sarah, quand elle naît, c'est une petite fille qui est en parfaite santé. Elle grandit normalement, elle bouge, elle sourit, elle mange bien et pendant 8 mois, tout va bien. Sauf qu'en août 1993, rebelote, en pleine nuit, Kathleen, elle se réveille, elle crie, elle hurle. Sarah, le bébé, il est bleu, il est froid, il est un peu bizarre. Encore une fois, on appelle les secours et encore une fois, c'est trop tard. 3e bébé, 3e mort subite et toujours aucune explication médicale. Même les médecins, ils commencent à grincer des dents. Ils comprennent pas pourquoi dans cette famille, dès qu'il y a un bébé, il ne survit pas 1 an. C'est impossible. Mathématiquement, ça commence à plus trop coller. Il y a d'ailleurs des médecins qui vont dire 2 morts subites, c'est suspect. 3, c'est qu'il y a un meurtrier. Dans la tête de Greg, il y a un petit doute qui commence à germer en se disant « Et si c'était ma femme qui tuait nos enfants ?» Kathleen, de son côté, elle a toujours la même stratégie, toujours la même posture. Au fond d'elle, elle est détruite, elle a le cœur en miettes, elle a l'âme qui est en train de sortir du corps. Mais devant les gens, silence, pas de cris, pas de crise. Dans son journal, elle écrit, elle se confie « J'en ai marre d'être vue comme un monstre. Pourtant, je suis une maman cassée. » Parce qu'elle sait que les gens, ils la voient comme un monstre, comme une femme qui vient de perdre un enfant et qui ne réagit même pas, qui a l'air d'en avoir rien à faire en quelque sorte. Elle le sait, elle le voit. Et malgré le fait d'avoir perdu 3 enfants, en 1997, Kathleen, elle tombe une 4e fois enceinte. Avant, Greg, à chaque fois que sa femme a tombé enceinte, il était vraiment enthousiaste. Il était content parce qu'il voulait avoir cet enfant. Sauf qu'au 4e enfant qui va arriver, cette fois-ci, il commence à être inquiet. Il est inquiet, mais d'un autre côté, il veut y croire et il accepte. Le couple même veut y croire. Et je leur donne raison, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peut-être qu'on a perdu 3 enfants, peut-être que le 4e, c'est le bon. Même si 3, c'est vrai que c'est déjà beaucoup. Cette fois, c'est une petite fille qui grandit bien, elle s'appelle Laura, elle survit, elle s'épanouit. D'ailleurs, elle dépasse les 1 an, parce que pendant 18 mois, tout va bien. C'est la plus longue série sans incident et les médecins, ils se rassurent en voyant que la petite, elle grandit, elle est contente, etc. Et ils commencent à se dire, bah, finalement, les 3 qui sont morts, c'est pas une tuerie, c'est le hasard, c'est 3 morts subites d'enfants. Tout le monde est rassuré, même les voisins, la voisine, le médecin, peu importe, ils sont tous rassurés que cette série noire, elle est terminée.
c'est pas terminé parce qu'en mars 1991, tout s'effondre. Kathleen, elle appelle une ambulance. Laura ne respire plus. Encore une fois, Laura, elle meurt. Et cette fois-ci, le personnel médical, il est sceptique. Ils sont tellement sceptiques qu'ils se disent, bon, quatrième fois, on va quand même faire une autopsie poussée sur le corps de Laura. Et ils découvrent pas grand-chose à part des signes d'inflammation du cœur potentiellement dus à une myocardite. Myocardite, c'est une inflammation du cœur en gros, qui peut provoquer une crise cardiaque chez les enfants. Bon, peut-être que pour le dernier enfant, on peut trouver une myocardite qui peut potentiellement justifier la mort, mais il y a quand même eu 4 enfants qui sont morts. Et à chaque fois qu'ils sont morts, il y avait qui à côté? Il y avait leur mère, Kathleen. Et il n'y avait pas de témoins à côté d'eux. Il n'y avait pas de caméra. C'était juste des bébés qui meurent pendant leur sommeil quand ils sont à côté de leur mère. Et ça commence à faire beaucoup trop là. Et c'est pas les autorités qui vont ouvrir une enquête et qui vont enquêter sur Kathleen. Pas du tout. C'est son mari Greg. Un jour, un matin, il se lève et il veut faire le ménage. Et il tombe sur quoi? Sur le journal intime de sa femme. Et ce qu'il va lire, ça va le pousser à aller la dénoncer à la police. Dans son carnet intime, Kathleen, elle se confiait vraiment. Son objectif en faisant ça, c'était de déverser toutes ses émotions, toutes ses peurs, toutes ses frustrations, tous ses regrets dans son carnet. Et peut-être que ce carnet-là, il avait été, cette méthode, elle avait été solidifiée dans son passé parce qu'elle avait personne à qui se confier. Elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas de sœur, elle n'avait pas de parents. Elle a grandi toute seule et son carnet, c'était son meilleur ami. Et dans son carnet, étant donné que personne ne lisait ce carnet, personne ne l'a jugé, il y avait parfois des choses choquantes, il y avait parfois des phrases marquantes. Et quand Greg, il lit le carnet de sa femme, là, il tombe sur 2 phrases qui vont le choquer. La première phrase, c'est « Je suis responsable de leur mort, j'ai tout gâché ». Une autre phrase, par exemple, c'était « Laura me rendait folle, je n'aurais jamais dû lui crier dessus ». Et ces 2 phrases-là, elles sont floues, parce que quand on dit « Je suis responsable de leur mort », ça ne veut pas forcément dire « Je les ai tués ». Ça veut dire « Je n'ai pas su les sauver de la mort peut-être ». C'est pas des confessions, c'est peut-être des lamentations. On ne sait pas en vérité. Je peux dire que je suis responsable de la mort de quelqu'un, je me pense responsable, mais c'est pas forcément moi qui l'ai tué. Sauf que quand la police elle va lire le journal intime de Kathleen, pour eux, c'est des aveux déguisés. Car quelques jours après la découverte du carnet par Greg, quand il l'a amené à la police, Kathleen elle est directement arrêtée et emmenée au commissariat. Pendant les interrogatoires, elle reste calme, elle nie tout, elle parle de malchance, de fatalité médicale, elle n'a pas de chance. La vie est contre elle, de toute façon depuis qu'elle est née, il lui arrive que des dingueries, il y a du stress maternel. Mais les enquêteurs, ils ne lâchent pas le morceau et ils pointent du doigt ses écrits et ils appuient dessus. Ils lui disent, pour nous c'est révélateur, c'est pas de la culpabilité émotionnelle. Ça, là tu verses pas tes émotions, là tu es en train de te confier et dire que c'est toi qui as tué tes 4 enfants. Et les enquêteurs, ils ont des raisons de croire ça parce que juste après la mort de sa fille Laura, Kathleen, elle a écrit dans son carnet « Je me sentais mieux, je pouvais enfin souffler ». Et cette phrase-là, elle est un peu bizarre quand même. Et d'ailleurs, cette phrase-là, ils vont la ressortir plusieurs fois au procès de Kathleen. Car pour les autorités, c'est clair, Kathleen, c'est plus une mère en détresse psychologique qui a perdu 4 enfants. C'est une mère criminelle qui a tué ses 4 enfants. On est en avril 2003 et le procès de Kathleen Folbig, il débute à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, la région de la ville de Sydney. Le procès, il a à peine commencé que déjà dans la presse, Kathleen, elle est présentée comme un monstre froid. Il y a des journaux qui titrent la pire mère du pays. Il y a un autre journal qui va titrer 4 bébés, un seul berceau. Sous-entendu qu'elle n'a pas besoin d'acheter d'autres berceaux parce qu'elle les tue tellement vite qu'elle réutilise le même berceau à chaque fois. En tout cas, dès le départ, c'est clair. Le procès, ça va pas être une enquête, ça va être une exécution sur la place publique. L'accusation, elle arrive avec une théorie simple mais puissante. Une mère, 4 enfants, 4 morts, trop c'est trop. Le procureur, il va construire son dossier autour de 3 piliers. Premier pilier, c'est les extraits du journal intime. Pour lui, c'est des aveux déguisés. Le deuxième pilier, c'est l'absence totale de cause médicale évidente pour les décès. On ne comprend pas comment ça se fait que ces bébés, ils sont morts dans leur sommeil avec leur mère à côté. Et enfin, il y a un troisième raisonnement qu'on va appeler un raisonnement statistique qui dit que, en gros, 2 morts subites, c'est rare, 3, c'est suspect, 4, c'est qu'il y a un meurtrier. Et ce raisonnement-là, il a un nom, ça s'appelle la Meadows Law. C'est un concept mathématique
hyper important dans le procès et aujourd'hui il a été totalement discrédité, on ne l'utilise plus du tout, mais à l'époque il était vraiment très utilisé. Pour t'expliquer ce concept, je vais te donner un exemple concret. Tu es à Charles de Gaulle, il y a 3 avions qui décollent en même temps et qui se crashent en même temps. Tout le monde va crier au drame et tout le monde va crier qu'il y a quelqu'un qui a commandité le crash de ces avions. Pourquoi? Parce que c'est quasiment impossible que 3 avions se crashent en même temps pour des causes mécaniques. C'est impossible d'y croire. Donc tout un pays, toute la presse va croire que quelqu'un a fait tomber ces avions en même temps. Ça s'appelle un biais cognitif. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui nous fait supposer des choses alors même qu'elles sont potentiellement fausses. Et pour Kathleen Folbig, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire perdre 4 enfants de mort subite, c'est tellement impossible que forcément, pour tout le monde, c'est la mère qui les a tués. Donc au procès, les jurés, ils vont entendre que la probabilité que 4 enfants meurent de cause naturelle, elle est de 1 sur des millions. C'est pas du tout vrai, c'est une statistique qui a été inventée, mais à l'époque, ça passe. Et à l'époque, c'est un argument ultra solide. Les jurés, quand ils entendent ça, ils se disent oui, c'est vrai, un enfant qui meurt de cause naturelle, d'accord, mais 4, c'est impossible. D'ailleurs, même l'avocat de Kathleen Folbig, il a du mal à la défendre face à cet argument-là, parce qu'à l'époque, lui-même, il y croit. Et puis Kathleen, elle n'est pas du genre à écouter son avocat. Son avocat, il lui dit, bon, écoute, va falloir que tu pleures, va falloir que tu cries, va falloir que tu fasses pitié. Sauf que Kathleen, elle reste droite, figée, froide. Elle essaye d'expliquer logiquement ce qu'il s'est passé, elle dit que c'est pas de sa faute. Mais dans un procès, la posture, elle condamne plus que les actes. Quand les jurés ils voient la froideur de Kathleen Folbig sur son visage, ils n'ont pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est une psychopathe qui a tué ses enfants. Peut-être potentiellement c'est même pas vrai, mais elle est tellement froide, elle est tellement détachée, tellement rigide que pour les jurés, bah oui, ça peut être que elle. Le public il veut une mère en larmes, il veut pas une statue, il veut une femme qui pleure, il veut pas une femme silencieuse. Cette posture en tout cas elle renforce l'image d'une femme dangereuse, tu m'as compris, manipulatrice, prête à tuer, etc. Et le verdict il tombe très vite. C'est pas un procès qui dure longtemps. Kathleen elle est reconnue coupable de 3 meurtres, Patrick, Sarah et Laura, et d'un homicide involontaire. Ils se disent, bon, sur les 4 enfants potentiellement, il y en a un qui a dû mourir de cause naturelle. Résultat, 40 ans de prison ferme. Et là, c'est l'effondrement. Pas pour Kathleen, parce que Kathleen, même quand on lui annonce ça, elle reste sans émotion. Elle fait du Kathleen, voilà, elle est là, elle attend, elle bouge pas, elle pleure pas. Mais en coulisses, en tout cas, déjà en 2003, il y a des personnes qui se disent, est-ce que les arguments ils sont assez solides pour la condamner en vérité? Parce que, bon, on a prouvé potentiellement qu'elle était coupable, mais elle est peut-être innocente aussi. Sauf que, ça y est, le public il a tranché, tout le monde est contre elle, elle va en prison et elle est envoyée directement dans une prison pour femmes. Et comme elle a été condamnée pour le meurtre de ses 4 enfants en prison, les prisonnières, elles lui font la misère, elles l'insultent, elles la frappent, elles la menacent. Au point que dans la prison, même l'administration pénitentiaire, ils vont la placer comme un détenu de haute sécurité. Ils vont l'isoler et ils vont lui dire, écoute, reste là, prends des livres, joue aux cartes, vas-y, fais ta vie, mais traîne pas avec elle parce qu'elles vont te tuer. Kathleen, de son côté, elle tient bon. Elle est solide, elle s'isole comme toujours, elle lit, elle joue aux cartes. D'ailleurs, elle joue très bien aux cartes parce qu'elle devient championne dans la prison. Et elle écrit aussi beaucoup, surtout pour clamer son innocence et dire au monde qu'elle n'a pas tué ses enfants. Peu à peu, jour après jour, elle commence à recevoir de plus en plus de lettres de soutien. D'abord une lettre, puis 2, puis des dizaines, enfin une centaine de lettres. Et c'est pas n'importe qui lui envoie des lettres. Il y a des scientifiques, il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a même monsieur, madame, tout le monde qui lui disent quasiment tous la même chose dans la lettre. Ils lui disent, écoute Kathleen, on n'est pas sûr que tu sois innocente, mais on n'est pas sûr aussi que tu sois coupable. Du coup, pour nous, dans cette posture-là, on ne peut pas prouver ton accusation, du coup, tu devrais être libéré. Parmi toutes les personnes qui écrivent à Kathleen Folbig, il y a un homme qui s'appelle Quentin McDermott qui va particulièrement l'aider. Quentin McDermott, c'est un écrivain qui écrit un livre sur le concept de la Meadows Law. Comme quoi, les probabilités, des fois, même si elles sont extrêmement basses, elles peuvent arriver et ça peut influencer des jugements, des décisions politiques, etc. Quant à McDermott, quand il va commencer à fouiller dans l'enquête, il découvre que Laura, la dernière enfant qui est morte, elle avait cette inflammation au cœur. Et que elle aurait pu mourir naturellement de sa myocardie, de son inflammation du cœur. Aussi, il regarde le procès et il voit qu'on a beaucoup utilisé les écrits de Kathleen Folbig contre elle. Et
Ça se fait pas d'utiliser des écrits de quelqu'un contre elle sans preuve. Et il va voir aussi que les écrits, ils ont influencé tout un pays à croire qu'une femme était coupable. Mais c'est surtout la science qui va venir bousculer l'affaire. Tout commence avec une chercheuse australienne qui s'appelle Carola Venueza. Elle découvre le cas de Kathleen Folbigg en lisant un article et très vite, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle est généticienne, elle est spécialisée dans les maladies rares et quand elle lit que 4 enfants sont morts subitement sans explication claire, son instinct scientifique qui s'active, elle a envie de résoudre le problème. Avec son équipe, elle lance une étude génétique et elle obtient quelque chose d'énorme pour l'époque, les séquences d'ADN de Kathleen et de ses filles. Et déjà, elle voit qu'il y a quelque chose de bizarre. Après des mois et des mois de travail, elle tombe sur quelque chose d'énorme, c'est que Kathleen et ses enfants, ils partagent une mutation génétique rare sur un gène appelé CALM2. Le gène CALM2, il a un rôle clé dans la régulation du rythme cardiaque. Et si ce gène, il varie, il peut provoquer des arrêts cardiaques soudains, surtout chez les enfants quand il n'est pas détecté. En gros, les enfants, ils naissent avec une sorte de bombe à retardement génétique à l'intérieur de leur cœur. Et si ce n'est pas détecté, il y a de fortes chances qu'ils meurent de ça. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait documenté, c'est prouvé scientifiquement. Ce même type de mutation, c'est connu dans beaucoup de pays et ça a déjà été observé chez plein d'enfants de la même manière. Donc la probabilité que les enfants soient morts de ça, elle est très grande. Ensuite, les généticiens, ils vont se plonger sur Patrick, l'enfant handicapé qui était aveugle. Ils vont se plonger sur Caleb, le premier enfant, et les données, malgré le fait qu'elles soient moins complètes, elles vont quand même prouver que le gène, il était là. Les experts, ils estiment que la thèse de la mort subite du nourrisson, elle reste possible dans un cas ou 2 sur 4. Mais en tout cas, tous les piliers du procès en 2003, ils commencent à s'effondrer. Le journal intime, c'est trop flou, c'est trop émotionnel, c'est pas assez probant, c'est pas une preuve concrète, c'est juste des écrits. Les décès, on peut prouver médicalement que le gène, il est responsable de la mort des enfants. Et les statistiques, elles sont fausses. Peut-être potentiellement demain, la foudre, elle va tuer une vingtaine de personnes dans un pays. La probabilité, elle est extrêmement basse, mais c'est toujours possible. Sauf que la science, c'est pas une baguette magique et ça permet pas d'ouvrir la porte de la liberté pour Kathleen. En 2021, il y a un groupe de 90 scientifiques internationaux qui vont signer une pétition en disant on veut la libération immédiate de Kathleen Folbigg au nom du doute raisonnable. Elle a été condamnée, on n'est pas sûr que ça soit elle. Et puis c'est une femme qui a perdu ses 4 enfants. C'est du jamais vu en Australie. Mais c'est pas ce qui va suffire à faire sortir Kathleen de prison. Parce que pour l'instant, les politiciens, ils restent tranquilles, ils s'occupent pas de cette histoire. Et c'est en 2022, quand les politiciens ils vont voir que l'opinion publique, elle se réveille, que les journaux à l'époque, qui en 2023 ont accusé Kathleen Folbigg d'avoir tué ses enfants, commencent à se retourner en disant ça fait 20 ans qu'elle est en prison et on n'est même pas sûr qu'elle soit coupable. Là, les politiciens, ils vont commencer à ouvrir une commission d'enquête avec une centaine de scientifiques qui vont tous témoigner pour la libération de Kathleen. D'ailleurs, il y a même des scientifiques qui ont témoigné en 2003 au procès de Kathleen Folbigg en disant « oui, elle a tué ses enfants », qui en 2022 reconnaissent leur erreur. Tout le monde a retourné sa veste en disant que c'est l'une des plus grandes erreurs judiciaires du pays, mais malgré ça, il y a quand même une partie du pays qui refuse de croire qu'elle est innocente. L'affaire, elle commence un peu à se remuer et il y a une partie du pays qui dit elle est innocente, il y a une autre partie qui dit non, elle est coupable. En tout cas, il y a un homme qui va trancher, c'est le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, la région où il y a la ville de Sydney en Australie, et il décide de gracier Kathleen le 5 juin 2023. Mais attention, gracier, ça ne veut pas dire innocenter. On reconnaît qu'il y a un doute qu'elle est potentiellement innocente, mais on ne peut pas continuer à la garder enfermée. Voilà, il y a une différence entre gracier et innocenter. Gracier, on te libère de prison au nom du doute. Innocenter, on dit que c'est pas toi qui les as tués. En tout cas, elle est graciée. Elle sort de prison et tout ne va pas se passer comme prévu. Quand Kathleen elle sort de prison, elle est reçue par le président australien, par le ministre de la Justice. Tous les deux, ils font un discours où ils reconnaissent publiquement leur erreur. Pour ses 20 ans passés derrière les barreaux, Kathleen, elle reçoit 20 millions de dollars australiens. C'est totalement faux, j'ai tout inventé. Quand Kathleen, elle sort de prison, elle est solo. Il n'y a personne qui vient s'excuser, elle est lâchée dans la nature, sans rien, sans repère, il n'y a personne. Personne ne sait aller où maintenant.
Mais je suis sûr d'une chose, elle doit vivre comme elle a toujours fait, dans l'isolement, sachant qu'une grande partie du pays la déteste parce qu'il la croit encore coupable d'avoir tué ses 4 enfants. Courage à elle, une femme qui a passé 20 ans de sa vie derrière les barreaux sans jamais avoir été condamnée formellement pour des crimes, en l'occurrence des crimes contre ses enfants.